La décision de Bamako de mettre à prix Iyad Ag-Ghali et plusieurs responsables du JNIM et du FLA n'est pas un simple geste policier. C'est un acte de guerre politique et de communication stratégique dans un contexte où la junte tente de reprendre l'initiative après des attaques coordonnées d'une ampleur exceptionnelle fin avril 2026. Elle révèle à la fois l'extrême pression sécuritaire sur le régime et sa volonté d'affirmer que l'État conserve, malgré tout, la capacité de désigner ses ennemis, de fixer des priorités et d'organiser la contre-offensive. Le gouvernement malien a annoncé le 5 juin 2026 une récompense allant jusqu'à 2 milliards de francs CFA pour toute information menant à l'arrestation ou à la neutralisation d'Iyad Ag-Ghali, chef du JNIM, ainsi que de plusieurs figures du JNIM et du FLA. Cette annonce intervient après les attaques coordonnées des 25 et 26 avril 2026 attribuées à une alliance opérationnelle entre le JNIM et le FLA qui ont visé plusieurs zones sensibles du pays et causé, selon plusieurs sources, la mort du ministre de la Défense Sadio Kamara. Le contexte historique immédiat est celui d'une crise malienne ouverte depuis 2012, marquée par l'enracinement du djihadisme, des rébellions touaregs successives, l'effritement de l'autorité centrale et la militarisation du pouvoir à Bamako. Les acteurs principaux sont, d'un côté, la junte au pouvoir qui entend démontrer sa fermeté, de l'autre, le JNIM d'Iyad Ag-Ghali, organisation affiliée à Al-Qaïda, et le FLA, acteur séparatiste touareg désormais inséré dans une dynamique de coopération tactique avec des groupes djihadistes. Le rapport de force initial semble défavorable à l'État sur le terrain, mais favorable au pouvoir sur le plan symbolique, puisqu'il conserve l'initiative institutionnelle et médiatique. La crise actuelle n'est pas née en avril 2026. Elle procède d'une accumulation de faiblesses structurelles. La première tient à la fragmentation du territoire malien, où les régions du nord et du centre restent partiellement soustraites au contrôle effectif de Bamako, malgré les opérations militaires successives. La deuxième réside dans la coexistence de deux conflits imbriqués, une guerre contre les groupes djihadistes et une guerre politico-territoriale autour de la question de l'Azawad que le FLA continue de porter sous une forme nouvelle. Une contradiction institutionnelle majeure apparaît aussi. Le régime de transition revendique une souveraineté absolue, mais dépend en pratique de capacités militaires, de renseignement et de coordination qui restent fragiles. Le durcissement sécuritaire compense donc l'insuffisance de contrôle territorial, mais il peut aussi produire l'effet inverse s'il alimente les cycles de représailles. Les signaux d'alarme avaient été nombreux. Multiplication des attaques coordonnées, porosité entre zones djihadistes et zones séparatistes et difficultés persistantes à stabiliser le nord depuis la rupture de 2012. Le déclencheur immédiat est l'offensive coordonnée des 25 et 26 avril 2026, qui a démontré une capacité de nuisance très supérieure à ce que Bamako voulait admettre publiquement. Pourquoi ce moment précis ? Parce que l'attaque aurait touché des positions symboliques et stratégiques, et surtout parce qu'elle a frappé au cœur du dispositif politico-militaire en causant la mort du ministre de la Défense Sadio Kamara, figure clé de la junte. À partir de là, le régime ne pouvait plus se contenter d'un langage défensif. Il lui fallait une réponse spectaculaire. Le calcul politique est lisible. Afficher un cap répressif, rétablir la peur du côté des insurgés, rassurer les alliés internes et prouver à la population que le pouvoir n'est pas passif. Cette lecture reste cependant contestée, car un tel dispositif de récompense peut aussi être interprété comme un aveu d'impuissance opérationnelle, voire comme un déplacement de la lutte vers la délation et la chasse au réseau plutôt que vers la reconquête territoriale. Sur le plan constitutionnel et institutionnel, la junte s'appuie sur sa qualité d'autorité de fait, reconnue par l'appareil d'État et capable d'émettre des mesures coercitives au nom de la sécurité nationale. Le JNIM et le FLA, eux, n'ont évidemment aucune légitimité institutionnelle étatique, mais ils contestent la souveraineté de Bamako par les armes et par leur contrôle de certaines zones ou de certains réseaux. Sur le plan populaire et militant, chacun mobilise une base différente. Le pouvoir se présente comme protecteur de la nation, tandis que le FLA s'inscrit dans une mémoire politique touareg de marginalisation, et le JNIM prétend incarner un ordre alternatif
fondée sur la violence religieuse et la coercition locale. Sur le plan moral et historique, la figure d'Iyad Ag-Ghali est particulièrement chargée. Ancien rebelle, ancien diplomate, aujourd'hui recherché par la CPI pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, il incarne à la fois la continuité des rébellions sahéliennes et leur radicalisation djihadiste. Cette pluralité de légitimité produit un affrontement où nul camp ne dispose d'une supériorité morale incontestable aux yeux de tous les publics. La dimension économique est indirecte mais réelle. Plus l'État perd du terrain, plus il fragilise les routes commerciales, les marchés locaux, les capacités fiscales et les projets d'investissement. La sécurisation du territoire conditionne aussi la crédibilité des partenaires extérieurs, qu'il s'agisse de la Chine, de la Russie, de pays du Golfe ou d'acteurs multilatéraux. La pression extérieure joue donc en arrière-plan. Le Mali veut prouver qu'il reste gouvernable et fréquentable malgré la violence. Géopolitiquement, cette séquence s'inscrit dans le Sahel post-français où la compétition d'influence se double d'une crise de gouvernance. Les partenaires étrangers observent surtout si Bamako peut contenir l'insécurité sans retomber dans une dépendance classique aux solutions extérieures. Dans ce cadre, la lutte contre le JNIM et le FLA n'est pas seulement militaire, elle est aussi diplomatique, car elle conditionne la crédibilité du régime auprès de ses soutiens. Après l'annonce, le pouvoir cherche à reprendre l'avantage narratif. Il redéfinit la crise en termes de traque ciblée, de sécurité nationale et de sanctions exemplaires. Le JNIM et le FLA, pour leur part, peuvent chercher à démontrer que la prime ne change pas l'équilibre sur le terrain et qu'ils disposent encore d'un ancrage local suffisamment solide pour survivre à la répression. Les alliances pourraient aussi se recomposer. L'épisode confirme au minimum l'existence d'une coopération tactique entre djihadistes et séparatistes, même si ses formes exactes restent opaques. L'état de l'opinion publique est vraisemblablement ambivalent. Une partie de la population peut soutenir des mesures fermes, surtout après les attaques d'avril. Une autre peut y voir un signe d'incapacité à protéger durablement les civils. Les militants souverainistes, eux, pourront saluer la fermeté contre les ennemis de la nation, tandis que les communautés touchées par les combats se demanderont si cette politique améliore réellement leur sécurité. Sur le plan juridique, l'instrument utilisé est celui d'une récompense administrative liée à la sécurité intérieure, fondée sur la recherche d'informations utiles à l'arrestation ou à la neutralisation des individus visés. La zone grise est évidente. Le terme de neutralisation peut renvoyer à une capture ou à une mise hors d'état de nuire sans détailler suffisamment le cadre procédural, ce qui laisse une marge d'interprétation opérationnelle. Le recours à une annonce télévisée nationale relève autant du droit que de la communication de guerre. L'ICC a rendu public en 2024 un mandat d'arrêt contre Iyad Ag-Ghali pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis au Mali en 2012 à 2013, ce qui renforce le statut international de l'ennemi désigné. Mais la portée pratique de ce mandat est faible tant que l'intéressé reste hors de portée des forces maliennes. En l'état, les institutions arbitres ne sont pas des cours internes capables de trancher une crise constitutionnelle, ce sont surtout les appareils sécuritaires et les rapports de forces militaires qui décident. La prime produit quelques informations utiles, les forces maliennes limitent la mobilité des chefs recherchés et la pression sécuritaire désorganise partiellement JNIM/FLA. Probabilité moyenne. Indicateur, arrestation ciblée, baisse des attaques coordonnées, reprise partielle de l'initiative militaire. La prime déclenche une riposte symbolique ou opérationnelle des groupes armés avec nouvelles attaques contre des cibles militaires ou politiques. Probabilité élevée. Indicateur, multiplication des représailles, extension des zones d'insécurité, propagande renforcée du JNIM et du FLA. L'État perd davantage de contrôle territorial, les groupes armés consolident une forme de gouvernance locale et la junte se replie sur les centres urbains. Probabilité faible à moyenne mais non négligeable. Indicateur, perte de localités clés, fragmentation des alliances, crise de confiance au sommet de l'appareil militaire. Cette séquence rappelle certaines situations où un État traite une insurrection à la fois comme un problème militaire et comme une lutte de souveraineté, à l'image de plusieurs crises sahéliennes récentes. Elle évoque aussi,
Par analogie partielle, les moments où des gouvernements mettent publiquement des têtes à prix pour affirmer que l'autorité centrale n'a pas renoncé au monopole de la violence légitime. Mais la comparaison a ses limites. Ici, le problème n'est pas seulement terroriste, il est aussi territorial, identitaire et post-rebelle. Par rapport à des cas comme la cohabitation politique ou les rivalités au sommet de l'État, la crise malienne montre une autre logique. Quand l'État se fragilise, l'opposition ne se joue plus seulement entre institutions, mais entre formes concurrentes de souveraineté armée. Cela rend le diagnostic plus brutal que dans les crises strictement institutionnelles.